Le 17 juillet 2012, après 19 vidéos à traiter de John Charest et du réseau de la CIA, j'en suis à questionner l'intégrité de John Charest et à me demander si son gouvernement serait devenu une usine à fabriquer le consentement d'une nécessaire transformation du Québec en république de bananes. J'ajoute que ce même honoré du WWIC a montré les signes inquiétants avec la grève étudiante, d'un refus du citoyen et du droit de parole, au point de me laisser l'impression que la violence était souhaitée pour que John Charest puisse cette fois fabriquer le consentement d'un État autoritaire. Lorsqu'un gouvernement franchit la ligne de la répression, il risque généralement d'aller plus loin, particulièrement s'il est lié à un réseau qui a de l'expérience dans le contrôle des populations et dans la fabrication de crises afin de protéger ses gains. Pour conséquence, ce que je n'osais imaginer en mars 2012 devient plus que possible en juillet 2012, si nous acceptons, comme l'a répété le gouvernement Charest, que les gens qui portent le carré rouge ou d'autres opposants au régime en place seraient des personnes violentes, voire des terroristes. Bon, je cite un de ces exemples. Où est-ce que ça peut nous mener? Charest est élu à la tête d'un gouvernement minoritaire lors des prochaines élections et dans la même soirée, Montréal est à feu et à sang. Je suis désolé pour mes propos. Le monde et les temps changent rapidement. Et lorsque nous regardons les choses aller, la pelouse croît. Il arrive parfois que l'herbe devient haute au point que la tondeuse ne peut plus faire son travail. Devant ce constat, la tendance de notre société est d'utiliser la grande faucheuse. Et lorsque cela arrive, il est généralement trop tard pour se demander si le sang des victimes est sur les mains de groupes marginaux provenant de la population ou sur celles de groupes d'intérêt se confondant avec le réseau de la CIA. Me voici à la conclusion. J'aurais pu traiter autrement de John Charest et du réseau de la CIA si j'avais vu ces deux documentaires avant de terminer l'enregistrement des bandes audio le 25 mars 2012. Je cite ces deux documentaires, L'encerclement de Richard Brouillette, une œuvre de 2008 disponible en DVD dans les bons magasins, et La stratégie du choc de Noami Klein, qui est disponible, je crois, sur YouTube. Je ne suis pas certain si c'est disponible en DVD, je ne le crois pas. Bon, ces deux œuvres m'obligent à revenir au sommet économique mondial de Davos en Suisse, lié à la 11e vidéo, à une création de la CIA par le soutien du CIPE. Cette rencontre annuelle fut mise en chantier en 1971 par Klaus M. Schwab, un participant aux réunions du Bilderberg qui s'inspirait du libéralisme de Friedrich Hayek, celui qui a fondé la Société du Mont-Pèlerin en avril 1947. Bon, la Société du Mont-Pèlerin, c'est un genre de regroupement de personnes qui agit un peu comme une société secrète, qui sont ici pour discuter d'économie, puis de société. Dans la Société du Mont-Pèlerin, nous retrouvions Milton Friedman, l'inspiration des politiques d'Augusto Pinochet, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan et de Brian Mulroney, considéré en fin de compte comme le père des Chicago Boys, un groupe d'économistes formés à Chicago qui prônaient pour le libéralisme. En fin de compte, ces gens-là, ils ont expérimenté le libéralisme, les enseignements de Friedman dans le régime de Pinochet au Chili. Bon, les deux honorés du WWIC, je cite John Charest et Stephen Harper, fréquentent aussi le sommet économique mondial de Davos. Je doute par contre que John ait assimilé ce qui s'est dit lors du sommet de janvier 2012. Je m'explique. Quelques semaines avant que John laisse l'impression de mépriser la jeunesse et d'être indisposé par l'esprit et la lettre des leaders du mouvement étudiant, au point de leur imposer sa loi matraque, dans le pur esprit de Thatcher et de Pinochet, des participants fermaient le sommet de Davos en affirmant que l'espoir était dans la jeunesse. Charest a le droit d'aller à contre-courant. Je suis loin de m'en offusquer. Dans un monde en compétition, l'opportunisme est devenu monnaie courante.
Ce que je ne peux accepter est sa tendance à concocter des alliances avec des entreprises qui minimisent les responsabilités de l'État tout en augmentant le fardeau des citoyens, comme si le confort de ses amis devait absolument reposer sur notre capacité à en faire plus pour en avoir moins. Pourrions-nous renverser les rôles en demandant plus au réseau pour que nous puissions en donner moins pour le soutenir? Bon, faut pas qu'on rêve. Le Québec de l'honoré est un calque du réseau. Il exploite des dogmes du libéralisme pour nous servir cette société mondiale à deux vitesses de Daniel Estulin. Un monde où tout fait obstacle à notre sens critique, au débat et aux analyses sérieuses. Un monde qui sanctifie John Charest d'un blanc immaculé d'une teinture à cheveux pour nous faire oublier que son nez qui allonge de ses mensonges est devenu une matraque. Comment freiner cette dégringolade? Le principal obstacle aux politiques de Charest ou encore aux politiques néolibérales, peu importe, que ce soit Charest, Pinochet ou Thatcher, Reagan, Mulroney, donc le principal obstacle à ces politiques issues du néolibéralisme de Friedman est l'amour de soi. Cela implique de la fierté et un désir profond de préserver son identité, sa langue et ses racines. À un niveau plus biologique et cognitif, nous devons reconnaître que l'esprit et le corps forment une seule entité afin que nous puissions tisser des liens de cause et effet entre l'équilibre de notre corps et de notre esprit, notre noyau communautaire et familial, les médias qui nous alimentent, notre environnement, notre travail, notre genre de vie, la nourriture qu'on consomme et nos relations. Sans cela, nous risquons de croire que le libéralisme se résume exclusivement à une idéologie économique, alors que c'est avant tout un détournement de l'être humain qui s'est fait au nom de dogmes mondialistes et sociaux qui exigent un droit d'entreposer des molécules chimiques, des matières synthétiques et électroniques dans notre chair, de changer notre cerveau en des tiroirs servant à entreposer des propagandes ou en une éponge s'imbibant de fluides électromagnétiques. Comprenons que sans cet amour de soi, nous devenons nous-mêmes une marchandise, un objet à posséder. Cela contribue assurément à l'acceptation d'un nouveau sens des mots. Ainsi, le mot liberté exprime pour un nombre croissant de citoyens un droit de choisir sa pilule, un droit de choisir son cola, un droit de choisir son serveur pour naviguer sur la toile, ou encore le droit de placer sa croix où on veut, pour exemple, honorer un membre du WWIC. En fin de compte, c'est le droit de tout faire en oubliant le sens des mots maquillage, vérité, corruption, monarchie, secte, libéralisme, entreprise, oligarchie, peu importe. Où j'en arrive, c'est qu'après plus de 3 heures de vidéo, j'ai la vive impression que John Charest ne sait pas que la liberté exige une quête de vérité et de dépassement pour le mieux-être de l'autre et de soi. Que s'il connaissait le sens de ce mot, liberté, il aurait fait rapidement la lumière sur les pertes de la Caisse de dépôt, sur son ésotérique plan Nord, la privatisation de Hydro-Québec, l'exportation de l'eau potable, la création d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs dans la région de la Romaine. On parle ici d'une rumeur à concrétiser. L'utilisation des économies des Québécois pour financer le pétrole bitumineux et la corruption qui touche son parti. Il préfère traiter de ces dogmes économiques et de richesse comme s'il voulait camoufler l'odeur de la mort du Québec par celle de l'argent. Tout pour éviter de nous dire qu'il est l'esclave du réseau de la CIA et que son statut à faire honte lui permet quand même de recevoir des honneurs d'un ONG chapeauté par le CFR comme l'est le WWIC, de recevoir une médaille d'un petit président ou de léguer son nom à une forêt urbaine australienne. La suite de la conclusion à la vidéo 21. L'homme est agenouillé par terre. Sa tête repose sur un billot tout noir de sang séché. L'homme
a le dos et les reins nus. Un dos et des reins comme du vieil or. Une femme s'approche. Pas belle, pas jeune, entièrement revêtue de noir. Elle fait rougir dans le feu une toute petite baguette de fer. Lorsqu'elle est bien rouge, elle fouette l'homme à tour de bras sur les reins. La baguette fait dans l'air avant de pénétrer dans les muscles qui grésillent. La femme laisse refroidir la baguette dans les chairs qui se boursouflent, puis elle le lâche violemment avec de menus lambeaux saignants. C'est d'une douceur. Puis la femme s'agenouille près de lui. Empoigne sa verge et se met à l'astiquer. Interruption. 4 heures de caresses, effroyables et savantes, pendant lesquelles son visage demeure froid et morne. Jusqu'à ce que le patient expire dans un jet de sang qui éclabousse le visage de la tourmenteuse. La tourmenteuse. Ha!